Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Des appels au génocide! Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, qu'est-ce qui arrive avec Donald Trump, là? Il est encore de mauvaise humeur? Il est de très mauvaise humeur et ça fait le tour du monde. Il est de très mauvaise humeur avec l'université Harvard. C'est en première page de tous les grands médias à travers le monde. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais le cher Donald a décidé d'interdire à Harvard de recruter des étudiants étrangers. Officiellement, il y en a quelque chose comme 6700 qui sont vraiment inscrits, mais Harvard dit on en a plus que ça, on en a en fait 7000 qui sont sur le campus, qui sont des étrangers, qui viennent à l'université pour apprendre, pour partager aussi leur expérience, etc. avec d'autres étudiants. C'est 27% de tous les étudiants de l'université. Et c'est très important, ces étudiants étrangers. Ça a 3 fonctions. La première, c'est de rapporter de l'argent à l'université, parce qu'ils ne sont pas subventionnés par l'État fédéral, donc ils paient un maximum, puis c'est beaucoup d'argent, c'est 57 000 $ américains par année. Si tu comptes avec ça les frais d'hébergement, ça monte à beaucoup plus que ça, on est à 85 000 ou autour de ça par année. Bon, donc beaucoup d'argent en jeu. Deuxièmement, dans les classes, les étudiants étrangers sont très, très importants parce qu'ils apportent de l'expérience d'ailleurs dans le monde. Ils parlent de ce qui se passe dans leur pays. Ils amènent des pratiques de recherche qui sont propres à leur pays, dans les laboratoires, etc. Et en maîtrise et au doctorat, ce sont souvent les étudiants étrangers qui sont majoritaires dans certains programmes, en santé, en relations internationales, etc. Et là encore, ils créent des réseaux extrêmement importants, des réseaux de recherche extrêmement importants, des réseaux de contacts extrêmement importants. Tu imagines que tous ces étudiants qui sont à Harvard nouent des relations d'amitié avec des gens à travers le monde, dans leur domaine, et plus tard, ça va leur servir dans leur carrière. Donc, interdire les étudiants étrangers à une université en général, c'est quelque chose d'extrêmement grave, c'est dévastateur, c'est même tragique. Pourquoi est-ce que Trump fait ça? Ben, il va te dire, c'est parce que l'université alimente un climat dangereux et hostile aux étudiants juifs. Mettons que ça a été le cas. Puis Harvard a dit, écoutez, nous on a pris des mesures très importantes pour que ça n'arrive pas. Mais mettons que ce serait le cas encore. Est-ce que c'est une raison pour couper 2 milliards de subventions? Est-ce que c'est une raison pour interdire tous les étudiants étrangers? Bien entendu que non. La sanction dépasse de beaucoup l'offense. Et ici, tu vois que Trump, en fait, prend Harvard comme exemple, comme bouc émissaire pour l'ensemble de ses politiques sur l'éducation. Et il faut le rappeler, dans l'administration Trump, des gens très religieux qui veulent imposer à l'ensemble du système d'éducation, en commençant par les universités, un agenda très religieux dans tous les cours. C'est quelque chose qui est inadmissible et qui est inacceptable pour les universités qui chérissent la liberté d'expression et avec raison. Et ces gens à Harvard donc se tiennent debout contre Trump, mais ils en paient le prix. Mais je pense que il faut absolument en parler et il faut appuyer Harvard et d'autres universités, parce qu'ils sont quand même pas les seuls qui se tiennent debout contre Trump. Oui, Loïc, oui, mais on ne veut pas entendre Antifada sur un campus d'université. Moi, là, c'est la règle partout. Au Québec, au Canada, partout. Je veux plus entendre Antifada. Je veux plus entendre un appel au génocide du peuple israélien. Je veux plus l'entendre parler. Il n'y a pas d'appel au génocide qui est tolérable. On est d'accord. Ni au peuple palestinien d'ailleurs, mais le problème n'est pas là. À personne. Le problème en ce moment, c'est que quiconque critique Israël aux États-Unis, dans ces universités, dans certains milieux, puis même ici, est automatiquement accusé d'antisémitisme à un instant. Ouais. Ce que fait le gouvernement Netanyahou n'a aucun sens. Puis on peut être complètement contre le Hamas, comme je le suis, puis en même temps dire ce que Netanyahou fait n'a aucun sens non plus.
Mais ça, non, paraît-il, pour Donald Trump, il faut être absolument à 100% en faveur d'Israël et surtout de son projet de Riviera sur la bande de Gaza. Alors tu vois, c'est un peu ça qui se passe. Puis il y a d'autres problèmes derrière ça qui sont importants aussi à regarder. Tu sais, il y a une faiblesse de la formation aux États-Unis. C'est pas normal que tu aies tant d'étudiants étrangers dans les universités. Le nombre d'étudiants américains dans les universités a baissé en 15 ans de quelque chose comme 18 millions, 19 millions même, à 16 millions. Donc, les universités ont de la difficulté à recruter. Il y a de moins en moins de gens qui montent dans les universités. Puis c'est vrai que les étudiants américains, souvent, sont pas assez forts pour aller en maîtrise et au doctorat. Puis c'est vrai que les universités américaines, surtout celles prestigieuses comme Harvard, coûtent beaucoup trop cher pour ce qu'ils offrent comme produit. On va passer aux autres sujets. Il y a l'Union européenne aussi, là, qui se fait donner une gifle. Ben, une gifle. Trump a dit, écoutez, moi je songe à imposer des tarifs de 50% aux produits européens à partir du 1er juin. Pourquoi? Bon, je trouve que les négociations vont nulle part en ce moment. Les bourses dévissent en Europe, Wall Street s'affole. Attendez, c'est juste Donald Trump. Il fait juste ça pour négocier. Alors la première fois qu'il a fait ça, il y a quelques mois, tout le monde s'est inquiété, s'est demandé ce qu'il faisait, etc. Mais là, on a bien compris que ce n'était qu'une tactique de négociation de la part de Donald Trump. S'est levé ce matin en se disant ça. Je sais pas, et son café était peut-être trop chaud, puis il s'est dit ça, tiens, ça doit être du café européen, c'est la faute de l'Europe. Il ne faut pas le prendre plus au sérieux que ça, là-dessus, Donald Trump. On a bien compris ça. Mais l'effet est réel. C'est ça qui fait peur. Les gens ont peur très facilement. Ouais. Très, très, très facilement, trop facilement en ce moment. Bon, les États-Unis et l'Iran, est-ce qu'ils se négocient pour le vrai, là? Ben, oui, il y a des négociations. C'est la cinquième ronde de négociations qui est entamée aujourd'hui. Il y a Trump et Khamenei qui ont fait des déclarations fracassantes ces derniers jours. Trump en disant « je veux zéro enrichissement d'uranium ». Khamenei en disant « non, ça n'a pas de sens, vous pouvez pas intervenir comme ça dans nos programmes nucléaires. On n'arrivera jamais à s'entendre ». Mais malgré tout, les négociations se poursuivent à Rome. Et en fait, on a vraiment l'impression que le principal point en litige, c'est vraiment l'enrichissement d'uranium. Je pense que les États-Unis voudraient un 25% d'enrichissement d'uranium, quelque chose comme ça, pour des fins de santé, pour des fins médicales, ce qui est admis. Mais les Iraniens chercheraient plutôt à aller à 60%, ce qui n'a aucune justification véritable, quand on sait surtout que à 90%, on est capable de fabriquer des bombes atomiques. Donc, je pense que c'est ça qui se négocie en ce moment. Les États-Unis, hier, ont imposé de nouvelles sanctions à l'Iran, cette fois sur les matériaux de construction. Et évidemment, Israël s'énerve beaucoup là-dedans aussi. C'est vraiment à suivre, ces négociations. Je garde, moi, espoir qu'ils arrivent à trouver quelque chose, les États-Unis. Pour la forme, tu sais, peut-être au lieu que ce soit 25%, que ce soit du 40% ou quelque chose comme ça, on va peut-être arriver à ça. Ça serait bien si c'était le cas. Et je te signale, si jamais ça se produit, l'Iran va déverser son gaz et son pétrole sur le marché mondial et en théorie, ça devrait faire baisser les prix du gaz et du pétrole. Moi, je négocierais un peu les droits des femmes aussi en Iran. Tu sais, de pouvoir manifester sans se faire tirer dans un œil, sans se faire éborgner. Voyons, Benoît, voyons. Tu ne peux pas négocier ce qui n'existe pas. Ah, excuse-moi. Et les talibans ont de nouveaux amis, lesquels? Mais tu sais, les talibans sont très isolés au niveau international. Il n'y a aucun État dans le monde, sur les 192 de l'ONU, il n'y en a aucun qui les reconnaît. Non? Ça les ennuie un peu. Non, ils ne sont pas reconnus comme État officiel du tout. Mais il y a des voisins qui, tu sais, aimeraient bien ça, reconnaître l'Iran, puis qui ont de plus en plus d'activités de très haut niveau, d'activités gouvernementales de très haut niveau avec l'Iran. C'est l'Inde, le Pakistan et l'Iran, qui ont des activités avec l'Afghanistan. Pour des raisons très, très différentes. Ils ne les reconnaissent pas officiellement. Mais tu sais, l'Inde se dit oui, mais c'est parce que l'Afghanistan pourrait faire contrepoids au Pakistan. Donc, c'est important qu'on se rapproche de l'Afghanistan et qu'on entretienne de très, très bonnes relations avec eux.
Le Pakistan, lui, se dit oui, mais c'est parce que on subit des attaques des talibans pakistanais, puis les talibans afghans ont des relations avec les talibans pakistanais, puis on a beaucoup de réfugiés afghans aussi. Donc, si on entretient de bonnes relations avec le gouvernement afghan, ben ça va peut-être aider à adoucir un peu ces problèmes. Et l'Iran, l'Iran se dit, oui, mais moi, de toute façon, en ce moment, j'ai des problèmes avec mes anciens alliés, j'ai des problèmes avec le Hamas, le Hezbollah, qui sont en voie de destruction, les Américains sont très forts dans la région. Et si je m'alliais aux talibans d'Afghanistan, peut-être que ça aiderait à faire contrepoids aux Américains, au rôle des Américains dans la région. Donc, tous ces pays, sans trop le dire, sont en train de traiter l'Afghanistan des talibans comme un État réel, sont en train de marcher vers ça. Par la porte d'en arrière. Intéressant de voir comment... Ouais. Oui, c'est intéressant de voir comment les principes s'opposent ici à la réalité politique. OK. Loïc Tassé, merci. On se reparle lundi. Avec grand plaisir.